Cette aimable invitation, je suis très heureuse d'être parmi vous. Et donc je vais parler de Pierre Michon. J'ai intitulé ma communication, ma petite conférence, Chemin de Michon. Je ne suis pas pour grand-chose dans ce titre, c'est un titre qui a été donné par Jean-Pierre Richard. Jean-Pierre Richard est un très grand critique, c'était mon maître vénéré, et c'est Jean-Pierre Richard, l'un des premiers, c'est le pionnier des études michoniennes. Il a écrit très tôt des premiers grands textes critiques sur l'œuvre de Michon, et il a rassemblé tous ses travaux sur Michon. Il y a 4 ou 5 très beaux textes, et il a intitulé Chemin de Michon, donc c'est une occasion pour moi de lui rendre hommage. Voilà. Alors, donc, en février 1984, paraît Vie minuscule, c'est le premier livre de Pierre Michon, qui est alors parfaitement inconnu. Il n'empêche que le monde des livres lui consacre sa une, et quelques 30 ans plus tard, on mesure maintenant le retentissement extraordinaire de ce livre. Il est devenu un livre culte qui a su toucher dans le grand public un lectorat sans cesse plus nombreux, qui est reconnu comme un chef-d'œuvre de la littérature contemporaine et qui fait figure dès à présent de classique. Au seuil des années 80, l'ouvrage Vie minuscule paraît en 84, c'est ce livre qui restaure un sujet, son récit. Nous venons après les avant-gardes, après le nouveau roman, par exemple, toutes les recherches plus ou moins formalistes. Ce livre qui restaure un sujet et son récit a désigné de nouveaux enjeux à la littérature contemporaine, et ce livre a souverainement contribué à sa relance, je pense. C'est ce qui lui vaut ce statut de texte fondateur dans la littérature contemporaine. Mais c'est aussi le texte fondateur de Pierre Michon, parce que c'est le texte qui comment dirais-je, qui le consacre comme écrivain, et qui va être le texte mère de tous les ouvrages qui vont suivre. Alors, ma première partie, je l'ai intitulée « L'autobiographie du genre humain ». C'est une expression de Michon. Dès son beau titre, Vie minuscule retrouve une très ancienne tradition de notre littérature occidentale, la tradition de la biographie. Vous pensez par exemple aux vies de l'Antiquité, comme les vies des 12 Césars de Suétone, ou bien on peut penser également aux vies de saints de la chrétienté médiévale. En s'appropriant la démarche de ce texte archaïque qui met l'accent sur les invariants de l'humanité, et en l'insérant dans un projet personnel qui en permet le renouvellement, Pierre Michon dote cette reprise d'un modèle ancien d'une très émouvante nécessité. En effet, il ne s'agit pas là d'hommes illustres, comme Plutarque, par exemple, a pu écrire des vies d'hommes illustres. Non, il s'agit de petites gens dont la trajectoire a précédé, a côtoyé, a croisé celle de leurs biographes. Ce sont des ancêtres paysans, c'est un ouvrier agricole, ce sont des grands-parents, ce sont des écoliers, c'est un meunier illettré, un curé de campagne alcoolique. Voilà, ceux-là, ces minuscules, auxquels le récit de Michon entreprend de, je le cite, redonner vie, volume physique et volonté d'être. Pierre Michon a considéré la suite de son œuvre comme un commentaire de ce titre initial. Je le cite, « J'ai mis 38 ans à sauver ma peau ». Quand il écrit les Vies minuscules, en effet, quand le livre paraît, il a 38 ans. J'ai mis 38 ans à sauver ma peau, à écrire mon premier livre Vie minuscule. Tous les suivants, dit-il, ne sont que des notes en bas de page, des gloses, des chambres d'écho. Alors évidemment, ces récits ne répètent pas le titre initial, bien entendu, mais l'œuvre entière se présente bien comme une très très belle constellation de récits, mosaïques où miroite la belle langue et où chaque récit jette sa lumière singulière. On peut repérer plusieurs séries dans ce vaste ensemble. C'est pas trop fort, ma voix? Ça va? Il n'y a pas d'écho? Non, c'est bon. Alors, il y a par exemple une série des peintres, avec leur modèle, qui est inaugurée par Vie de Joseph Roulin, qui paraît en 1988. Joseph Roulin
Vous avez tous son portrait dans l'œil. C'est le modeste employé des postes qui fut le compagnon et le modèle de Van Gogh dans Arles en 1888. Dans Maîtres et serviteurs, Pierre Michon évoque 3 autres peintres, Goya, Watteau, qui sont évoqués par des comparses que les hasards historiques ont mis en leur présence. Goya, donc, Watteau, et puis Piero della Francesca, qui est évoqué plus indirectement à travers la vie d'un petit peintre obscur que Michon est allé déterrer dans l'archive et qui s'appelle Laurentino d'Angelo. Dans Le Roi du Bois, c'est un récit superbe, dans Le Roi du Bois, Michon donne la parole à, là aussi, un obscur désidéré, mais pourtant il a existé, qui était un petit gardien de troupeau qui est devenu le disciple du peintre Claude Le Lorrain. Alors, 2 autres récits peuvent participer de cette série. La Grande Beune, qui paraît en 1996, s'en tient à une intrigue extrêmement ténue. C'est le désir violent éprouvé par un tout jeune homme pour la belle buraliste de Castelnau, le petit village où il vient occuper son premier poste d'instituteur. Mais, en localisant ce récit auprès des cavernes peintes de Lascaux, qui est le lieu de la naissance de l'art, selon Georges Bataille, dans une société dont les codes archaïques basculent dans un hors-temps préhistorique et mythique, cette écriture du désir dit encore, et elle le dit très érotiquement, le désir d'écriture. Dans Les 11, alors Les 11 paraissent en 2009, ce livre a reçu le Grand Prix du roman de l'Académie française, Michon donne à voir un chef-d'œuvre inconnu, le tableau des 11 commissaires du comité de salut public de la Grande Terreur, représenté par le peintre François-Élie Corentin. Tableau fictif, peintre fictif, mais beaucoup de gens sont allés au Louvre pour aller voir le tableau, tant l'écriture allie admirablement une très ample documentation sur la Révolution française et qui est mêlée à l'imaginaire pictural des grandes scènes de la peinture, scènes C-E-L-E, et puis on pense aussi au Goya de la junte des Philippines, par exemple. Alors, une deuxième série inaugure avec Rimbaud le Fils des vies d'écrivains. Donc, Rimbaud le Fils, en 91, apporte à Michon un début de notoriété. Et avec Rimbaud le Fils, Michon s'interroge sur l'origine d'une vocation poétique. Et c'est très original parce que tout le monde s'interroge sur les raisons qui ont fait que Rimbaud a cessé d'écrire. Tout jeune, il a arrêté. Et Michon, lui, s'interroge pourquoi a-t-il commencé. Et donc, il cherche entre légende et mythologie le visage d'un poète qui est très présent dès les vies minuscules et qui a compté beaucoup dans la vocation littéraire de Pierre Michon. 3 auteurs, en 1997, c'est, je cite Michon, un salut fraternel aux mânes des grands morts. Alors ces grands morts, ce sont Balzac, Saint-Grillat et Faulkner, que Corduroy, c'est un livre qui est paru en 2002, Corduroy renouvelle l'hommage à Faulkner et l'étend à Beckett, à Flaubert et aussi à Victor Hugo dans un texte admirable sur Beaux endormis. Michon, dans ce livre-là, reprend la théorie de l'historien Kantorowicz, la théorie des 2 corps du roi. Vous savez, le roi est mort, vive le roi. Et il transfère cette théorie au littéraire, comme le roi, donc, l'écrivain a 2 corps, un corps mortel, provisoire. Michon dit qui va à la défroque, qui va à la charogne, et puis, je le cite, un corps éternel, dynastique, que le texte intronise et sacre. Un commentaire de Michon définit cette entreprise, je le cite. C'est un dialogue avec des morts, dit-il. Peut-être un appel que je pourrais formuler ainsi en caricaturant. Comment avez-vous fait ces œuvres-là en étant que ce que vous étiez? Comment faire de négativité vertu? Une autre série que j'ai intitulée dans le cahier de Lerne Les histoires médiévales, une autre série de récits plonge dans l'épaisseur et l'opacité des temps historiques. Ce sont les temps barbares de la chute de l'Empire romain avec l'empereur d'Occident, ou bien dans Mythologie d'hiver, Michon puise au vieux fond légendaire de l'Occident,
dans 3 prodiges en Irlande, et dans 9 passages du Causse, il suscite de nombreux témoins oubliés, en particulier des gens que Michon aime beaucoup, qu'il appelle les barbichus, et qui sont les savants du XIXe siècle, et des anthropologues qui étaient... C'est un puits de science, hein, Michon, qui lit énormément, et alors tous ces gens le passionnent, bien entendu, les savants positivistes du XIXe, qui allaient gratter dans les causses pour trouver l'os de l'ancêtre de l'homme, et voilà. Il ressuscite ces gens-là, et puis dans Abbé, il s'intéresse aux temps brutaux de l'an 1000 et il déploie tout l'imaginaire médiéval d'une chrétienté violente, de bâtisseurs, de fondateurs. Ce sont des méditations sur la gloire et sur la vanité, sur le chaos et sur la création. C'est très beau. Je cite Michon, j'adore ce petit extrait que je vais vous lire. Ce sont des écrits très brefs, des récits très brefs. Dans les 3 ou 4 pages, où je dirais bien que j'essaie de brasser l'histoire. Brasser l'histoire. Les historiens aiment beaucoup Michon. Beaucoup d'historiens ont écrit dans le cahier de Lerne, justement, parce qu'il ressuscite des pans entiers de l'histoire, de l'histoire même très ancienne. Ce sont des récits très brefs, dans les 3 ou 4 pages, où je dirais bien que j'essaie de brasser l'histoire, alors écoutez bien, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit par des moines, des chroniqueurs ou des notaires, donc à des fins extralittéraires, et de faire passer tout ça dans le giron de la littérature. Ça paraît très ambitieux, dit comme ça, l'autobiographie du genre humain. Mais c'est très simple. Je cherche des hommes dans l'archive, je les trouve, et j'essaie de leur redonner vie. Alors, tous ces textes élaborent une véritable poétique de la biographie, entreprise avec les vies minuscules, et dont Michon conserve le module inaugural du récit, bref, où il a trouvé une fois pour toutes son unité de mesure, cette forme tendue qu'il nomme, en refusant tout autre étiquetage générique, des blocs de prose. Il dit « j'écris des blocs de prose ». Il a souvent marqué ses distances face au remplissage romanesque dans lequel, dit-il, se perd en chemin tout le potentiel énergétique de la prose. La forme du récit bref qu'il instaure sous le terme de vie, c'est donc, je le cite, le roman, mais débarrassé de son grand fourbi ou fourre-tout. Cette brièveté, gage d'intensité, lui permet de maintenir intacte. Il prend souvent l'image de la flèche, schlack, jusqu'à la cible, de maintenir intacte, dit-il, d'un bout à l'autre du récit, l'émotion, l'énergie, voire même la jouissance d'écrire. D'une vie, en effet, il ne retient que des détails révélateurs, ce que Roland Barthes a appelé des biographèmes, des rencontres, des ruptures, des sursauts, des prises de conscience. Le récit isole quelques fragments et anecdotes, d'autant plus saillants qu'ils ressortent d'une narration volontairement lacunaire, mais suffisante pour qu'apparaisse très nettement le tracé d'une vie, son dessin. Alors, Baudelaire a dit que tout grand écrivain doit inventer un poncif, créer un poncif, c'est-à-dire un topos. Eh bien, Michon accède à ce statut avec le terme même de vie minuscule, qui est devenu une catégorie littéraire et que je trouve employée tout le temps. La vie minuscule est devenue un espace littéraire et un véritable topos littéraire, donc, mais souvent avec des malentendus. Hein, et justement, je parlais de Jean-Pierre Richard tout à l'heure. Jean-Pierre Richard a écrit très vite un très beau texte intitulé « Servitude et grandeur du minuscule ». On aurait tort de croire qu'il ne s'agit que de petites gens ou de modestes ou d'humbles, etc. Non, ce sont des monstres d'orgueil qui ont absolument voulu, même s'ils ont échoué, transfigurer leur vie. Alors, ce concept formel du minuscule excède largement ce premier sens de destin infime. En se substantivant, l'adjectif devient un néologisme, le minuscule, hein, et c'est donc à cet adjectif de minuscule, qui est le superlatif de petit, où on entend résonner minus, un terme un peu péjoratif quand même, c'est à ce terme-là que Michon confère ses lettres de noblesse éclatante en restituant, en ressuscitant une très grande rhétorique,
en effet, ces vies oubliées sont écrites dans une langue littéraire d'une très haute tenue et d'une richesse absolument surprenante. Une autre singularité des vies minuscules tient à la présence du biographe, qui affiche constamment son investissement en première personne, au rebours de la tradition biographique qui exige que le biographe soit objectif et plutôt discret, en retrait en tout cas. Ici, toutes ces histoires sont portées par la voix inoubliable de ce narrateur empathique, impliqué dans sa narration, une narration qu'il assume, avec une voix ironique, sarcastique, dubitative, fraternelle, qui s'adresse au lecteur, et par laquelle l'écriture s'incarne dans un sujet extraordinairement près. Ça qui est bouleversant quand on lit Michon, cette présence extraordinaire de cette voix. Les récits suivants s'attachent toujours à retracer des vies de personnes attestées historiquement, grands noms célèbres ou figures bien oubliées, comme cet éphémère empereur d'Occident Priscus Attalus, mais, à la différence des minuscules, qui étaient des parents, qui étaient des amis, qui étaient des villageois, à la différence des minuscules, les héros sont désormais fort éloignés de leur biographe. L'espace s'est considérablement agrandi et la documentation s'est substantiellement enrichie. À la seule mémoire, aux menus objets légués par la famille, se substitue désormais le recours à toute une tradition érudite qui fait les délices du biographe historien. Et souvent, cette documentation s'affiche dès la première ligne. Je cite, Vasari, c'est-à-dire la légende, raconte que Laurentino, peintre d'Arezzo et disciple de Piero, était pauvre. Après, il dira « Je tiens de la chronique de la Vendée et des hasards tardifs de ma propre vie, l'histoire que voici. » Il cite sa source. C'est que c'est un auteur immensément lettré, un immense lecteur, curieux d'archives et de documents tous azimuts. Michon lit tout, avec d'ailleurs une préférence pour les textes historiques ou pour les travaux d'anthropologie, par exemple. Michon élabore donc un dossier documentaire colossal pour un texte dont j'ai dit qu'il était très bref et qui intègre, mais très naturellement, on n'a jamais l'impression d'être sous une douche de savoir, qui intègre très très naturellement les savoirs les plus divers, les plus variés. Et en plus, toute une part d'imagination ne se dissimule pas, car enfin, on a beau connaître beaucoup de choses, il y a des lacunes dans la documentation, on ne sait pas tout. Alors, il invente, et cette rêverie fictionnelle s'exhibe et semble même participer euphoriquement de cette joie énoncée qui se convainc elle-même et se relance en hypothèses éblouissantes. Exemple, on ne sait pas comment est mort Joseph Roulin, le fameux facteur peint par Van Gogh, sauf qu'il est mort à Marseille. Je cite Michon. « Il mourut peut-être dans l'hôpital et la chambre même où Rimbaud, 10 ans auparavant, était mort, puisque nous sommes romanesques. Il serait trop juste qu'en revenant trop tôt le soir et par trop grand soleil, de son jardinet en rase campagne, il fut tombé vers l'Estac, dans un petit chemin surmonté d'un nif, d'un cyprès, qui serpente au-dessus du grand golfe. Il est donc tombé là, et il va donner à Joseph Roulin une mort extraordinaire que vous lirez. J'ai mis le manuscrit dans le cahier de Lerne. C'est la dernière page de Joseph Roulin. C'est superbe. Alors voilà, il le fait mourir magnifiquement dans un paysage de Van Gogh avec les corbeaux qui volent au-dessus. C'est splendide. La mort de l'abbé Bandy dans Les Vies minuscules, il est peut-être mort dans un hôpital alcoolique. Elle est doublement et somptueusement déclinée puisqu'il l'installe pour finir, je cite, dans l'immense chasuble verte des forêts où les grands cerfs fictifs passent lents une croix entre leurs 10 corps. C'est comme dans les vitae, les vies médiévales, où la géographie restitue une histoire exemplaire. Cette part de fiction ouvre tout d'un coup la biographie à un sentiment, même s'il est balbutiant, même s'il est désespéré, mais il faut bien le dire, à un sentiment du sacré. À travers un jeu complexe de relais demeure donc toujours la même présence d'une voix, lestée de son poids d'histoire personnelle. Le discours est parfois direct, c'est celui des Espagnols qui racontent Goya, quand il était le petit gros de Saragosse sur son âne, mendiant, courtisan, refusé tout le temps, partout,
est toujours adressé à un destinataire qui se confond avec le lecteur. C'est le fameux monsieur interpellé par le récitant des 11. André Dufourneau a disparu sans reste. André Dufourneau, c'est le premier héros des Vies minuscules. Je cite Michon. « La forêt enfin se referme comme un livre. » Il a disparu en Afrique et on n'a jamais plus su ce qu'il était devenu. « La forêt enfin se referme comme un livre. Le héros est livré à la chance, son biographe à la précarité des hypothèses. » Cette précarité donne à l'énonciation de Michon ce tour si caractéristique et d'ailleurs si prenant pour le lecteur, entre recul hésitant, engagement passionné. Elle fait entendre simultanément deux voix, une voix fervente et l'autre dubitative. Modélisation, assertion prudente, conjecture, aveu d'ignorance, voisine avec une volonté énonciative plus manifeste, plus assurée, et tout d'un coup, c'est le fameux « je veux croire » qui s'est passé ça. Michon a souligné l'intérêt du portrait double. Dans l'œuvre de Samuel Beckett, qu'il a interprété au théâtre, il a commencé jeune à faire du théâtre, il est attentif à ces couples d'hommes, je le cite, ces clochards shakespeariens qui vont par deux, comme le roi Lear et son bouffon, l'aveugle et son guide, celui qui a les questions et celui qui n'a pas les réponses. Eh bien, il ne procède pas autrement dans ses biographies, en affrontant le héros et son biographe, le peintre et son modèle, le maître et le serviteur. André Dufourneau, Antoine Peluchet, le père Foucault, l'abbé Bandy, tous les héros de Michon sont autant de doubles, de précurseurs, de paradigmes de leur biographe. En fait, les 8 vies minuscules composent les chapitres d'un seul récit dont l'unité est assurée par sa présence à lui, le biographe. Parlant de lui, c'est de moi que je parle, dit-il d'André Dufourneau. Je le sais bien pour être lui, dit-il d'un autre personnage, Roland Bacrotte, dans sa façon d'approcher, d'appréhender passionnément ces autres, qui sont autant de figures constitutives à travers lesquelles il tente de ressaisir sa propre histoire. C'est bien en effet de lui qu'il parle. La biographie est un miroir, un jeu de reflets où le sujet se cherche au fond dans l'image de l'autre, et c'est bien l'autobiographie, comme l'a dit Jean-Pierre Richard, oblique, éclatée de l'écrivain, que les Vies minuscules écrivent. Alors, une vie en écriture, c'est une partie que j'ai. En restituant les vies de ces héros auxquels il s'identifie, comme à autant de doubles, je l'ai dit, Pierre Michon retrace un difficile avènement littéraire entre un désir d'écriture extraordinairement puissant et depuis son enfance et une impossibilité, la somme paralysante des empêchements auxquels il se heurte inlassablement. Et le miracle, il a souvent parlé du miracle des Vies minuscules, le miracle de cette écriture tient au fait que la relation d'une telle impossibilité produise néanmoins le très beau récit achevé que nous lisons par une espèce de transmutation de l'échec en prouesse. C'est ça, les Vies minuscules. Les Vies minuscules sont le livre de la fabrique de l'écrivain. C'est déjà l'enjeu de l'œuvre de Proust. C'est l'histoire d'une vocation. Mais chez Michon, elle n'offusque jamais l'incontestable présence des personnages biographiés, plus vrai finalement d'être ainsi saisis dans les mêmes chutes et dans les mêmes élans. Alors, la vocation littéraire de Michon est précoce. Elle est très tôt assimilée à un devoir d'écriture, monnayé en termes de dette, de dons et de talents, comme dans la parabole évangélique « Qu'as-tu fait de tes talents ?» Elle prend naissance dans la petite enfance, auprès de la mère institutrice. Au moment de partir en pension, le narrateur des Vies minuscules imagine son avenir, je le cite. « J'approcherai ce Racine, dont ma mère, sur ma demande, récitait d'incompréhensibles phrases, différentes mais égales, singulières, l'une régulièrement recouvrant l'autre, comme les mouvements d'un balancier d'horloge, pour concourir à un but lointain qui n'était pas la fin du jour. Je saurais quel est ce but, la grève vers quoi tendent toutes ces vagues. » Donc, on le voit, tous les signes de l'émerveillement littéraire sont réunis. L'admiration et l'étonnement, le désir de connaître et de comprendre. L'enchantement date de l'école primaire de Mourioux, dans le petit village creusois,
où Michon a grandi. Dans de nombreux entretiens, il a évoqué sa découverte éblouie des grands textes que le maître donnait à entendre à ses petits élèves. Les plus souvent cités, c'est par exemple l'ouverture flamboyante de Salammbô de Flaubert. Flaubert est un des grands écrivains de Michon. Ou bien le poème Bose endormi de Victor Hugo, quand il a dit le maître a écrit au tableau un quatrain de Bose endormi. C'était les tables de la loi, il a dit. C'était les tables de la loi. Il a écrit un très beau texte qui s'appelle « Le ciel est un très grand homme ». C'est une phrase de Baudelaire. Hein. Le ciel est un très grand homme, à la fin du livre Corps du roi, et il raconte ses lectures de Bose endormi. Lisez ça, c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc, tout un complexe affectif, de souvenirs, d'impressions vives. Il dit, je me souviens, j'avais un cartable neuf, j'ai encore l'odeur de... Quand il a entendu, c'est extraordinaire. Il dit, j'avais un cartable neuf, et j'ai encore l'odeur dans la mémoire. Bon, tout un complexe de souvenirs, d'impressions vives, d'initiation, constitue ces écoutes littéraires en véritable scène primitive. À n'en pas douter, c'est là, dans l'éclat de la phrase, dans l'incantation sonore, dans ce qu'il appelle le rythme à couper le souffle, que s'est levé le désir du verbe. Les vies minuscules ne sont pas un retour nostalgique au passé, ce n'est pas une plongée dans la province profonde, ça m'énerve quand j'entends ça. Elles témoignent d'une indéniable fidélité à l'émerveillement de l'enfance et à sa découverte fondatrice comme un ciel, la langue d'un autre monde porte et éclaire le nôtre. Et le livre Les vies minuscules n'étant rien tombé du ciel, Michon, j'ai dit qu'il avait 38 ans quand il l'a publié, il a passé des dizaines d'années, parce que depuis très jeune il a la vocation littéraire, de longues années d'une quête opiniâtre, rigoureuse, douloureuse aussi à bien des égards, où il a frôlé le désespoir bien souvent, qui ont préparé le miracle de leur advenue. C'est à juste titre que Pierre Michon s'est dit rivé à la bibliothèque. Il a très longtemps cherché ce qu'il nomme le secret des auteurs. J'ai intitulé un chapitre « Le secret des auteurs », qui montre à quel point, dans toutes les directions, il a fait une recherche colossale dont témoigne aujourd'hui, j'ai vu ses archives, dont témoigne aujourd'hui la masse incroyable des carnets, des fiches documentaires, des répertoires, etc. Et, je le cite, c'est que la volonté d'écrire et l'impossibilité d'écrire ont fait que longtemps j'ai cherché parmi les grands celui qui me donnerait la clé, le secret, la posture, l'imparable incipit, à partir de quoi le texte se déploie sans effort. Il dit cela à propos de Faulkner. Alors, durant toutes ces années de quête, d'attente, de préparation, eh bien, il a nourri un énorme projet tout à fait étonnant. Et le premier chapitre du cahier de Lerne, que j'ai intitulé « La préhistoire des vies », c'est ce premier projet, et c'est très étonnant, c'est complètement fantastique. C'est un projet incroyable, protéiforme, en constante métamorphose, qu'il a occupé pendant presque 20 ans, continuellement remis en chantier, et il a évoqué ce projet dans un entretien que j'ai remis dans le cahier de Lerne. Je le cite. « J'ai écrit une très longue histoire fantastique que j'avais cherché à raconter comme l'aurait fait un savant qui aurait vécu entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle avec cette langue parfaite de cette époque-là. Je racontais les mœurs d'une peuplade caucasienne pour laquelle le seul symbole du sacré et même du sens était le drap mortuaire que j'appelais l'étendard du dernier soupir. La coutume était de pendre ce drap mortuaire comme une sorte de bannière. Et sur ce drap exposé, on lisait le monde, l'avenir, les guerres, l'amour, les dieux, tout. On y interprétait le moindre indice, une ombre, un froissement, le plus léger pli, une tache imperceptible, les traces des derniers instants du défunt formaient un texte à déchiffrer.
Alors son projet, incroyable, hein, son projet débouche enfin sur celui d'un panthéon complètement imaginaire, tout aussi fantastique, et dont la rédaction précède immédiatement les vies minuscules et que Michon intitule Les Grands Dieux. On pense à Borges, qui est aussi un des grands auteurs de Michon, et dont l'influence est possible à ce moment-là dans la brutale conversion à cette écriture de vie fragmentaire. Mais reste, on pourrait méditer sur ce renversement du tout au tout qui conduit du vaste roman caucasien aux fragments de vie creusoise et des grands dieux aux vies minuscules. Eh bien, c'est quand même bien dans le décryptage, justement, des traces du linceul, dans ce reliquaire de la mémoire, finalement, qu'elles ont pris naissance. Alors, une partie que j'ai appelée un art d'évocation, vocare, appelé. L'écriture des vies s'apparente toujours peu ou prou au tombeau littéraire, et elle procède de l'épitaphe. Sur la plaque tombale, l'inscription funéraire compose une biographie, un nom, deux dates, une biographie laconique, embryonnaire, essentielle. Michon relève la dédicace de Faulkner à sa nourrice noire, et voilà ce qu'il dit: l'œuvre est toujours dédiée in memoriam à une vie morte, à une vie minuscule, pas même à la stèle qui porte trace de cette vie minuscule. La stèle commémorative désigne bien l'origine de cette écriture, mais aussi dans sa concision fatale. Elle est la métaphore du texte lui-même, qui résume tout un destin en quelques pages dans ce foudroyant raccourci d'intensité que Michon nomme une ellipse hyperbolique, c'est-à-dire qui transforme la durée en fulgurance. Il a expliqué comment l'idée lui était venue d'écrire les vies minuscules. C'est en revenant avec sa mère dans le jardin de l'école de son enfance qu'il a trouvé le geste inaugural. Il s'est dit: pourquoi n'appelles-tu pas tes morts? Pourquoi n'appelles-tu pas tes morts? Tous ces récits qui dialoguent avec les morts pratiquent cet art d'évocation. Inauguré par la grand-mère Élise, qui est assimilée à la Sibylle, l'entreprise tient de la descente aux enfers et de la quête orphique. Dans L'Empereur d'Occident, Michon se souvient d'Ulysse quand il se penche dans la bouche des enfers et qu'il dialogue avec les grands cadavres bavards qui viennent lui raconter leur vie. La Grande Beune, où les cavernes ouvrent partout leur bouche d'enfer, descend dans les cercles du bas, les enfers de Dante. Appelant ces disparus, Toussaint, un personnage des vies minuscules bien nommé par ce nom de deuil, Toussaint incarne le devoir d'écriture de Pierre Michon. Je cite Michon: « Tous les hommes méritent ici ou là un chapitre. Ceux qui ont vainement demandé au monde leur dû, c'est-à-dire tous ceux qui ont existé, les anciens vivants, aspirent à un corps de mots plus solide, plus chantant, un peu mieux rétribué, un peu moins mortel que l'autre. Ils nous font signe de les rappeler. » Et cette vocation s'accompagne d'un fantasme de résurrection qu'accomplit la bouleversante vision qui clôt les vies minuscules, je le cite, et que peut-être il soit apparu étonnamment, rien ne m'entiche, comme le miracle. L'écrivain veut redonner vie, je le cite, que les corps triomphants de nouveau se lèvent, marchent, et que l'espace de 3 phrases, dans l'esprit des lecteurs, ils apparaissent, soient là et vivent. Le projet, on le voit, n'est pas la reconstitution minutieusement réaliste, encore moins pittoresque ou folklorique, d'un monde disparu. Le cadre réduit de la vie minuscule s'oppose à cette prétention totalisante. Il n'empêche que c'est chaque fois toute une réalité humaine, géographique, sociale que les récits font advenir, et le paradoxe de cette écriture du deuil, c'est qu'elles parviennent à les rendre si étonnamment vivants. Alors là, je vais passer un peu plus rapidement, mais vivants dans leurs objets, les corps aussi se lèvent d'entre ces pages. On pourrait dire d'ailleurs que ce sont des paysages personnages, parce qu'un pacte imaginaire semble lier les corps au lieu qui les suscite et qui leur donne leur force d'apparition. C'est le corps d'ivoire de l'abbé Bandy, dans l'immense chasuble verte des forêts, j'en ai parlé tout à l'heure, ou bien c'est le corps éblouissant de la pisseuse du roi du bois, dans le dispositif pictural du clair-obscur. Ailleurs, des cavaliers gauls portant à leur casque des emblèmes sylvestres, des ramures,
paraissent l'incarnation même de la forêt, des cerfs de nuit. Parfois, un simple détail vestimentaire suffit à susciter les corps. Tous les lecteurs des 11 ont dans l'œil ces grandes figures levées et le défilé des couvre-chefs, le chapeau crevé des va-nu-pieds limousins, le chapeau à 3 cornes blanc-bis, on le voit, du peintre Corentin, les bicornes noires des commanditaires du tableau, la cagoule bleu nuit de Monsieur de Paris, le bourreau. Il voit sur la toile des commissaires, je cite, ces 11 stations de drap, de soie, de feutre, l'éclat du chapeau à la nation de l'impavide Plumet qui a traversé tous les carnages sans broncher. Le couvre-chef accompagne, soutient l'épopée qui si souvent souffle sur les textes de Michon, où se bousculent les casques, les aumes, les bassinets, avec des tiares de Saint-Père, des mitres d'évêques, des capuches d'abbé, entre rêves de gloire, impeccable culbute. Le récit de la Grande Beune, initialement titré « L'origine du monde », en référence au célèbre tableau de Courbet, qui représente ce sexe de femme, mais aussi en référence aux peintures préhistoriques, juxtapose le désir sexuel à un passé archaïque qui vit la naissance de l'art. Le récit poétique installe donc une réalité seconde dans laquelle l'espace devient un vaste corps tourmenté, dionysiaque, un blason du corps féminin où l'envoûtement érotique tisse un jeu sans fin de correspondants. Ça, il faut lire la Grande Beune. C'est extraordinaire, la description du bois perdu, de la forêt, avec la reine qui traverse. Et la beauté du monde, c'est une chair blanche, un beau morceau, et opaque, elle est scellée. Elle est aussi impénétrable au narrateur que l'est l'objet de son désir. Vous le voyez, l'imagination érotique thématise la problématique même de l'écrivain. L'art est une figure du désir chargée de capturer la vérité secrète cachée sous les apparences. Le fantasme érotique est explicitement associé aux peintures des premiers hommes, je cite, à ces grandes vaches rouges, plus blessées que des femmes. La grotte devient ainsi le centre d'une rêverie intime autour de l'origine, une remontée à l'archaïque nuit des temps qui vit la naissance du monde surnaturel et donc de la création esthétique. L'étonnante caverne toute blanche, théâtralement présentée dans l'avant-dernier chapitre de la Grande Beune, est associée au corps de la femme, mais aussi à la blancheur de la page, mais aussi à la baleine blanche de Moby Dick, si présente dans cette grande forme blanche éperdument désirée par le narrateur. Il faudrait parler aussi des animaux que Michon restitue. J'ai parlé des cerfs tout à l'heure, mais beaucoup d'écrivains, par exemple Maëlys de Kerangal qui a participé à ce cahier, ou bien Marie-Hélène Lafont parle du renard, le renard de la Grande Beune qui est absolument inoubliable. En inversant les signes, Michon confie à la biographie l'art de transformer une existence banale en vie, voilà, par la littérature. Il réhabilite un pathétique bien oublié et qui est inhérent selon lui au mot même de vie, puisqu'il sous-entend toujours son second terme, la mort. Il restitue l'émotion qui fut à la source même de l'écriture des vies et qu'il retrouve chez Flaubert, par exemple, dans Un cœur simple. Qu'est-ce que c'est un cœur simple? C'est la vie minuscule de Félicité. Et voilà, je cite Michon, « Beauté plus pitié, disait Nabokov, il n'est pas permis de demander davantage à l'œuvre d'art. Beauté plus pitié. » C'est pour ça que je parle de pathétique. Dans la tension installée entre une langue travaillée et des existences précaires, réside chez Pierre Michon le comble du pathétique. Une énonciation frémissante, excessive, emporte à son tour le lecteur. Sa puissance émotive est celle de la conversation familière ou bien de l'énoncé oraculaire. Jean-Pierre Richard dit c'est la conversation familière ou bien c'est la langue des trônes et des dominations. L'énoncé oraculaire ou bien de la prière. Elle tient à l'oralité de la voix, au travail des sonorités, je cite Michon, des sons de feuilles, de gongs, d'avalanche. De feuilles, de gongs, d'avalanche. La phrase est dense, profuse, débordée par l'émotion, apparemment très classique, coulée sur le moule latin, elle opte pour la période, son architecture savante, son balancement, mais elle rythme la langue dans les mois, révélatrice d'une valeur et d'une grandeur ignorée. La biographie
confère une forme de plénitude à l'absence des défunts et elle donne sens à la mort. Je cite Michon, cette rédemption littéraire, c'est aussi celle du biographe, je le cite. Ce processus de positivation du rien, si on veut, c'est ce qui me donne de la joie et une espèce de foi quand j'écris, qui me donne du sens à moi aussi. Alors, j'ai intitulé une autre partie « Présence réelle ». Pour Michon, comment dirais-je, il recherche dans le langage ce miracle de la présence réelle suscité par les portraits des grands peintres. Je le cite. Ce saisissement, cet effet de présence humaine brutale, mêlé au comble de l'art que me donne le portrait peint, j'ai voulu en user en littérature. Son projet littéraire est donc de faire surgir ces personnages du néant par le travail, par la puissance du verbe. Ce vœu de surgissement est à rapprocher, bien entendu, du choix de la forme brève, ennemi des longueurs mortifères. Mais si les vies minuscules furent en effet un acte de surgissement, on peut en dire autant de tous ces autres livres qui sont tous autant d'épiphanies. Van Gogh voulait que le facteur Roulin se tienne devant nous à la façon d'une apparition. Eh bien, cette stratégie de l'apparition, c'est, je crois, le mot-clé de la poétique de Michon qui gouverne et qui justifie des récits entiers comme celui de la Grande Beune. Je le cite, « Je ne crois guère aux beautés qui peu à peu se révèlent pour peu qu'on les invente, seules m'emportent les apparitions. » Désidéry, le petit porcher, est totalement emporté dès lors que survient, à l'orée du bois où il fait glander ses cochons, la belle pisseuse descendue de son carrosse. Je cite, « Et cela m'était apparu évidemment. J'avais eu ma visitation. Une dame céleste, de dentelle et d'azur. Dans toute sa pompe, c'était haut troussé. J'aurais donné ma vie pour revoir cela. » J'ai coupé le passage, c'est d'une beauté ce passage, extraordinaire. Pierre Michon est un homme de l'image. La richesse des références picturales dans toute son œuvre témoigne de cet attrait pour le monde visible. La peinture donne à rêver, elle donne à pressentir, à désirer. Elle ouvre un espace de transfiguration, comme l'écriture de Michon en attente d'une apparition de l'invisible. Je le cite. « Mon appétit d'écrire, cette grande magie, cet appel, cet élan, doit prendre pied dans une sorte d'hallucination perpétuelle, c'est-à-dire dans quelque chose de violemment visuel, de visible, de redondant, chargé, fort et en même temps tremblant, prêt à disparaître. Les textes d'Abbé sont nés de la silhouette lointaine de moines noirs s'affairant sur un horizon incertain de brume et d'eau en hiver. Le désir de voir l'objet où la scène est partout affirmée « je veux voir » est un leitmotiv manifestant la puissance visionnaire et en effet quasi hallucinatoire de l'écriture. Imaginer pour Michon, c'est littéralement mettre en image et de manière très étonnante. D'innombrables références picturales mais aussi littéraires sont les supports d'une telle transfiguration. Par exemple, les peintres Courbet et Le Greco grandissent un enterrement banal comme tous les autres à Saint-Amand-Jartoux-d'Aix. Les éclats de Renoir exaltent la chair d'une amoureuse. Je cite, c'est Marianne dans Les Vies minuscules. Au cœur de ses reflets conjugués, les passages trop roses de ses cuisses prenaient les teintes d'un de ses renoirs ou, violemment exhibés dans l'éclat d'un soleil, mais pris encore dans un demi-jour de meule, le modelé mauve des chairs surgit plus nu de sombré d'or, de blé pourpre. C'est extraordinaire. Le recours à l'image explique la préférence de Michon pour la figure de l'hypotypose, on appelle un nom barbare. C'est une écriture parfaitement visuelle qui met sous les yeux l'objet décrit. C'est une des missions que Michon assigne aussi aux très nombreuses références littéraires intimement tressées à l'écriture dans un intertexte d'une rare richesse. C'est un auteur lettré et évidemment sa prose est gorgée de souvenirs littéraires qui parlent évidemment à la mémoire du lecteur. Si on ne les connaît pas, ce n'est pas grave, mais bon.
Si Michon délaisse le roman, il ne renonce pas pour autant à la force littéraire du romanesque, à ce qu'il introduit de dépassement, de grandissement, d'intensité. Et cette transformation littéraire est parfaitement consciente, affichée. Je le cite, à propos de petits écoliers, de lycéens. Mais les bérets dont j'affuble ces gamins, sont-ils vraiment de mon enfance? N'en coiffent-ils pas de plus pauvres, de plus enfouis, de plus désastreusement niquedouilles dans des lectures anciennes? Auteurs nommés, citations attribuées, simples allusions en appellent à la mémoire littéraire du lecteur et participent de cette poétique de l'apparition. Dans la nuit des préaux, les écoliers du lycée de G dissimulent sous leur blouse le gilet de Monsieur du Grand Moulin. Le souvenir de Moby Dick et du capitaine Ahab hante l'enterrement de Rémi Bacrotte, comme il permet d'imaginer le facteur Roulin en baleinier, bricolant dans un gaillard d'avant de Melville. À travers tout un appareil mythique, des destins splendides ou désastreux, les larmes, la mort, Michon fait passer dans sa prose toute l'essence du romanesque et sa faculté de métamorphose. Antoine Peluchet, bagnard, trimant dur dans le port de Rochefort où les forçats meurent drus, se souvient évidemment du Vautrin de Balzac. L'intertextualité introduit dans le récit l'image et la force du topos romanesque. Le forçat, je viens de le dire, mais aussi le poète maudit, mais aussi les frères ennemis. Le poncif formidable du bâtard, parti à la conquête de la fortune et de la gloire, est très actif dans l'œuvre de Michon. Rimbaud, par exemple, c'est pour lui ce Julien Sorel des Ardennes. Il est l'incarnation même de tous les héros de Michon, tous ces Rastignacs de l'au-delà incarnent dans ses récits cette essentielle rage de quitter, je le cite, sainteté ou vol de grands chemins. Dans cet art d'évocation, le document photographique figure en bonne place. Rimbaud le fils est explicitement écrit en feuilletant l'album de la Pléiade. Tous les textes de Cor du Roi sont nés de photographie. La présence de la photographie se justifie bien dans un projet qui affiche son besoin de la chose attestée. Le document photographique n'invente pas. Il renvoie à la réalité. Il est une irréfutable pièce d'archive. Cependant, ce n'est pas à des fins de reconstitution réaliste que Michon convoque l'image photographique. À la fois certificat de présence, mais aussi réserve d'absence, ectoplasme de ce qui fut, comme le notait Roland Barthes dans La Chambre claire, la photographie est une plaque sensible, le foyer de toutes les hantises, amulette ou truchement, objet de mémoire ou de piété, relique. Elle est, je cite Michon, l'un de ces douloureux petits fétiches où la chose entière apparaît, même en son absence. À ce titre, elle alimente la rêverie, elle crée un espace de fiction, elle combine le visible et l'invisible, elle invite à la mise en spectacle, elle est une dramatisation du réel, comme l'annonce la didascalie initiale qui préside dans Cor du Roi à la fracassante apparition de William Faulkner. Le texte commence comme ça: l'État du Mississippi est le lieu de l'action. Juillet dans le Sud, l'année 1931, dans le cabinet de James R. Caulfield, photographe. C'est encore à partir d'une photographie de Faulkner que Michon invente le portrait de Toussaint. Je cite: un grand air donc, la moustache là-dessous est celle des généraux sudistes, puissante et machinale, propre à l'uniforme et au patriarcat. On le voit, dans la surimpression des images, Michon fabrique des icônes littéraires. Le cliché photographique introduit un suspens. Il immobilise le fugitif, il éternise l'instant. Le portrait d'André Dufourneau dans Les Vies minuscules, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il crée une pause contemplative qui déclenche l'impulsion narrative dans un phénomène de superposition d'images, puisque la photo de Dufourneau fait naître une composition à la manière de Greuze, quelques départs de l'enfant avide. Michon donne à voir un spectacle de haute densité visuelle, arrêté dans un instantané, un grand moment de gesticulation muette. La photographie, si humble soit-elle, engendre le romanesque. Je cite Michon, ce grand souffle d'émoi qui défait les châles des femmes et exauce les mains d'hommes frustes, c'est-à-dire, pour Michon, le pathétique émoi et le sublime exaucement. Elle dégage la photographie et la narration qu'elle enclenche. Elle dégage la signification universelle d'une anecdote et elle transfigure un minuscule en figure mythique sous le nimbe
de l'enfant prodigue. Le détail le plus minime est signifiant. Ce que Michon prélève sur les photographies du petit Rimbaud, Arthur enfant, ce qu'il prélève, c'est là le petit képi d'artilleur, là le brassard de communion solennelle. Et il va tisser ces objets détachés, sublimés en figure parentale du roman familial, qui vont entrer dans un très riche réseau de correspondance. Le petit képi d'artilleur avec le clairon fantôme du père, le capitaine Frédéric Rimbaud qui est parti, ou bien les patenôtres de la mère, qui était très pieuse, et que le fils va marier idéalement en poésie, dans une langue, dit Michon, suspendue en l'air et rythmée. Alors ce n'est pas seulement la contemplation du portrait qui anime Michon, mais au moins autant sa fabrication, le moment précis de la prise de vue. L'instant vertigineux où le photographe déclenche, c'est aussi ce qui déclenche son imagination et qui met en mouvement son affabulation. La photographie n'est-elle pas cette magie qui pourrait donner à voir en même temps les deux corps du roi? Elle incite Michon à remonter à la genèse de l'apparition, à savoir pourquoi à cet instant précis, je cite, le doigt de Coffield fait ce petit geste juste qui fabrique de l'icône. La production de l'image, chez le peintre comme chez le photographe, qui rendent les choses visibles et qui font apparaître charnellement les corps, c'est une métaphore de la transfiguration littéraire du réel, un détour que s'offre ainsi l'écriture pour parler d'elle-même. Le photographe est un alter ego de l'écrivain. Les agents chimiques, leur étreinte passionnée avec la lumière dans la boîte noire, le fabuleux attirail du photographe sont les instruments quasi sacrés d'une métamorphose. La cagoule noire de Carja. Carja, c'est le photographe qui est l'auteur du fameux portrait ovale de Rimbaud. La cagoule noire de Carja, le couperet du déclencheur, le Kodak archaïque, que Michon décrit comme ça, l'apparat, le crêpe noir, la hausse d'artillerie, le gros calibre, on le voit, disent la mise à mort, la destruction du réel en vue de sa glorification. Ils sont une métaphore de cette transfiguration du réel par le verbe qui, je cite Michon, fabrique de l'icône avec une chair qui peut-être a la gueule de bois. Je cite Michon, il est vrai qu'il m'est essentiel de faire textuellement apparaître des corps, comme par exemple nous le faisons tous dans le fantasme. Je ne peux voir les corps que sous deux espèces, celle de la pornographie et celle de la résurrection, c'est-à-dire le corps le plus vil et le plus glorieux au même instant, dans la même personne. L'image dans le récit, sa dimension esthétique et mystique, cette confection d'enluminures hagiographiques et de figures allégoriques restaure en somme l'idéal de sanctification des anciennes vies. Rimbaud est une mandorle, Michon dit bien plus connue que le voile de Véronique, de Sainte Véronique. Joseph Roulin, je cite Michon, c'est un saint d'icône. Joseph Roulin est un sujet d'icône. Quelques saints au nom compliqué, Népomucème ou Chrysostome, Abbas-Cyr qui mêle sa barbe fleurie aux fleurs des cieux. Toussaint, nimbé comme un pantocrator sans cadre, dans une fenêtre byzantine et moussue, lumineuse et verte. Le père Foucault, résistant à la tentation des hôpitaux parisiens, semble un saint Antoine rasséréné, devant son crucifix et la cruche de sa cabane. L'abbé Bandy meurt au milieu de grands cerfs fictifs croisés, comme dans les tableaux du Quattrocento ou comme dans les visions de Saint-Hubert ou de Saint-Eustache dans la légende dorée. Beaucoup de saints chez Michon. Saint François d'Assise qui aimait la campagne au printemps et les voies bleues, toute chose de peintre, et le grand Saint-Martin dans son manteau de cavalier qui apparaît en songe à Laurentino. Michon l'a dit, les fastes catholiques lui plaisent beaucoup. Il le reconnaît volontiers, je le cite, l'incarnation, le corps glorieux, l'Eucharistie, c'est-à-dire la présence réelle, l'incarnation, le corps glorieux, l'Eucharistie, autant de métaphorisations du miracle qui changent les corps en mots, la jouissance en rythme, la souffrance en œuvre et d'inertes clochards en auteur. Il a dit, si je n'avais pas écrit, je serais clochard. Je termine, vous n'en avez pas assez? Non. Je termine avec la figure du roi, parce que cet inventeur du minuscule a aussi quand même beaucoup fréquenté les rois. Alors, l'œuvre de Pierre Michon s'enrichit de la publication d'un recueil d'entretiens qu'il a choisi parmi une soixantaine parus
entre 1989 et 2007. Le titre est énigmatique, qui s'appelle « Le roi vient quand il veut » et qui entre en résonance avec d'autres titres. Ce personnage est central dans l'œuvre de Michon. C'est la figure, au fond, dont son œuvre a besoin pour se construire, se dire, se réfléchir. Dans le théâtre michonien, le roi incarne celui qu'il appelle le grand lecteur d'en haut, ou que les récits nomment le grand commanditaire, ou le grand dédicataire. Autrement dit, une instance fantasmatique postulée par l'œuvre pour exister. Michon dit que le Melville de Moby Dick veut attirer Dieu dans son livre. Eh bien, Michon, il est un peu comme ça, c'est-à-dire il postule une transcendance indéfinissable, mais nécessaire. Le grand écrivain ne peut que s'adresser qu'à ce qu'il dépasse infiniment. Je cite Michon. « Tout homme est minuscule qui ne se hausse pas au-dessus de l'homme. De cette assomption, l'écrivain a besoin pour que son texte se hausse au-dessus de celui qui écrit. Pour qu'il y soit au meilleur de lui-même, il faut que son texte soit dédié au plus haut, à un plus haut qui soit autre. » Alors, nous connaissons cette assomption que la fabrication du texte fait advenir, je cite Michon, cela. Cette idée de la littérature porte un très vieux et très pesant nom, depuis le pseudo-longin, c'est le sublime. Comme Shakespeare, Melville, Hugo, Faulkner, tant d'autres de ces grands auteurs, Michon aspire au sublime. D'ailleurs, le créateur michonien est toujours hors de lui. Le dépassement des limites, la démesure, donc, sont nécessaires à l'écriture vécue comme une expérience extatique et qui vise, en effet, la grandeur. La visée de Michon n'est pas l'imitation du réel, toujours mesquine, mais sa transfiguration. Son écriture est une traversée des apparences réalistes pour atteindre à une vérité, légendaire ou mythique. Elle ouvre une brèche dans la clôture des apparences, dans l'enfermement du social, dans les scories du langage, un peu comme les fresques que peignait Piero della Francesca dans Arezzo, je cite Michon, ouvrant ici-bas la grande brèche pour la cavalerie des anges. L'ange, c'est la figure de la transcendance que fabrique la langue et dont la littérature ne peut pas se passer, selon Michon, et qu'il convoque pour figurer l'excès du langage par rapport au corps. Le sublime est un transport, une élévation de la langue portée à ses sommets. L'image, et singulièrement la métaphore, c'est l'instrument privilégié pour Michon de cet emportement. Pour Michon, la métaphore est un bond intense. Il dit toujours, voilà ce qui va faire bondir la phrase. Et la métaphore est un bond intense. Elle introduit dans sa phrase sa puissance de rupture, de surprise, de jouissance. Elle est une brillance, un éclat, je le cite, comme un vitrail qui éveille un rayon. Par exemple, un ruban bleu, essuyant l'écume aux lèvres d'une petite épileptique, semble ainsi dérouler, je cite, un phylactère couleur de ciel devant la bouche bavarde d'un saint. Le sublime est un vertige dont la phrase de Michon, où le sens s'affole et c'est pur, rend si bien compte. Elle s'envole, elle retombe, la phrase de Michon, sidérée, suspendue. Nous ne savons pas ce qu'est la haute littérature, ni l'espèce de commotion qu'elle procure. La bousculade des interrogations, d'un bout à l'autre de l'œuvre de Michon, dit merveilleusement cette vertigineuse sidération. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de la puissance? Est-ce que c'est de la guerre? Est-ce que c'est de la gloire? Est-ce que c'est le sanctus? Comment fait-on ça? D'où ça vient? Qui parle? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces phrases-là viennent? Ça rage d'un petit homme vaniteux dans Oxford, Mississippi. Et j'ai mis dans le cahier de l'herbe une lettre bouleversante que j'ai trouvée dans les archives de Michon. C'est une romancière qui s'appelait Christiane Rochefort. Vous vous souvenez? Oui. Elle est décédée. Moi, j'ai lu quand j'étais jeune Les petits enfants du siècle. Eh bien, Michon m'a confié ses archives pour faire le cahier de l'herbe et j'ai trouvé une lettre de cette personne. Elle a écrit à Michon après Rimbaud le fils. J'ai mis sa lettre dans le cahier de l'herbe et voilà ce qu'elle lui dit. Monsieur, j'ai lu Lévi minuscule, je viens de lire Rimbaud. Elle lui dit, moi je suis romancière, eh ben, j'aime beaucoup écrire des romans, ça me plaît, c'est mon plaisir, mais il n'y a que le style qui m'intéresse. Ça m'est arrivé que 2 fois, elle lui dit 2 fois, je ne sais pas à qui je dois dire merci, 2 fois. Elle dit, alors vous, comment vous faites? D'où ça sort? Comment? Exactement ça, comment?
mais est-ce que vous faites comme un laboureur dans son champ, ou bien ça vous tombe comme ça tout cuit, comme la grasse qui tombe sur la page? Et elle lui dit, c'est très beau comme lettre, et elle lui dit à la fin, mais ma question ne demande pas de réponse, elle est mieux de rester là devant moi comme ça, et c'est de toute beauté. Elle dit, très belle lettre. Voilà. D'où ça sort? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces phrases-là s'arrachent dans un petit homme vaniteux du Mississippi? C'est Faulkner. Pierre Michon n'écrit qu'en tenant les extrêmes. L'adoration, il est très drôle en plus. N'imaginons pas qu'il soit guindé ou non, il est désopilant. Mais il écrit qu'en tenant les extrêmes. L'adoration et la moquerie, l'ironie et la ferveur, l'imprécation et la célébration, l'oraison et l'insulte. Je le cite, entre le chant céleste et le blasphème, on n'y voit pas vraiment clair. La belle écriture de Michon joue sans cesse de cette écriture de cette rhétorique oxymorique, où la dialectique des contraires introduit sa tension poétique, je le cite, car ces deux voix, celle du roi d'adoration et celle du prophète hors de lui, qui sont toute la littérature, y combattent, c'est un renoncement qui ne renonce pas, le oui et le non ne sont pas démêlés. Les extrêmes sont inséparables. Pour Pierre Michon, le classique ne va pas sans le barbare. Une instance lui commande donc de, je cite, bousiller en douce la phrase parfaite, somptueuse et trouée de trivialité, la période règne, toujours surprenante, mais à la façon de Michon. C'est-à-dire, je cite ce que Michon dit de la peinture de Van Gogh et qui me semble convenir parfaitement à son écriture, elle est boueuse et rutilante, rastaquaire. Le roi incarne enfin dans le dispositif d'écriture de Michon celui qu'il nomme, ça c'est très beau, celui qu'il nomme le maître absolu, c'est-à-dire l'écrivain que porte en lui le petit bonhomme contingent qui écrit. Il y a dans Van Gogh un prince féroce qui se voit à la façon dont il peint. Michon recourt à une très belle analogie, l'homme qui écrit. Et par rapport à l'écrivain qui est en lui, comme l'équipage du Péco, le Péco c'est le bateau du capitaine Ahab, comme l'équipage du Péco, maladroit, trivial, médusé, en face d'Ahab, Ahab c'est la littérature. Ce que Michon entend dans les grands textes, ce qu'il cherche quand il écrit, c'est la voix comme supra-individuelle de ce roi, la littérature elle-même qui parle, je le cite, ça j'adore cette phrase, la grande voix invincible qui se met en marche dans un petit homme incertain. Conclusion. Colère et charité. C'est les deux termes que Michon a associés dans la fabrique du texte. Il faut de la colère et de la charité. C'est-à-dire qui disent l'enjeu de son entreprise. Une violence attaquant le verbe, ce que Gaston Bachelard appelait la colère créante, pour créer de la colère. Et sublimée en désir d'œuvre et en don, partageable donc, comme le manteau de Saint-Martin, ou encore l'appétit limousin, transmué, comme il est dit dans les 11, transmué très véridiquement en générosité, comme Michon le dit de François Corentin, le père du peintre des 11 qui fut un écrivain des Lumières. Certes, le roi vient quand il veut. L'œuvre de Pierre Michon, fulgurante, est constamment menacée par le silence, mais toujours à la recherche d'elle-même, elle poursuit une quête qui n'est pas dénuée d'héroïsme. Il arrive pourtant que le roi vienne, et pour le grand bonheur du créateur comme de son lecteur, la délivrance, la liberté porte le texte hors de toute loi, dans les étoiles, ce lointain éthéré vers lequel on monte, pour lequel on écrit, c'est celui que rejoint le principicule qui, hors la loi, qui logeait dans Joseph Roulin et qui à la fin bondit dans le bleu. À lire Michon, dans l'émoi, dans l'émerveillement qu'il prodigue toujours intensément à son lecteur, oui, nous pensons quand même, comme lui, comme ce qu'il a écrit à propos de François Corentin, son ancien compatriote limousin, et ce qu'il a écrit à propos des écrivains des Lumières, oui, on pense que l'écrivain sert à quelque chose, qu'il est, même et surtout s'il éprouve la pénible certitude d'être une taupe, qu'il est le sel de la terre, je cite Michon, un esprit, un fort conglomérat de sensibilité et de raison à jeter dans la pâte humaine universelle pour la faire lever, un multiplicateur de l'homme, une puissance d'accroissement de l'homme, comme les cornues le sont de l'or et les alambics du vin, une puissante machine à augmenter le bonheur des hommes. Je vous remercie.